Confluent, avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Catherine, pour son 100e épisode, Confluent reçoit aujourd'hui une personnalité bien connue du public, Michel Jean. Eh oui Mathieu, déjà notre 100e épisode. Né d'une mère Ilnou de Machtoyats et d'un père allochtone, historien de formation, Michel Jean a longtemps été journaliste puis chef d'antenne. Il a ainsi traqué l'information aux quatre coins du monde pour Radio-Canada, RDI et TVA. Mais à l'écart des caméras et des micros, Michel Jean a aussi toujours écrit. Et il est aujourd'hui l'écrivain le plus lu du Québec. Notre invité a d'abord témoigné de son métier de reporter dans Envoyé spécial en 2008, puis Un monde mort comme la Lune en 2009. Michel Jean a aussi beaucoup contribué à faire mieux connaître les réalités autochtones dans ses livres. Atouk, Elle et nous est publié en 2012. En 2013, Le vent en parle encore évoque la dure réalité des pensionnats. C'est toutefois en 2019 que Michel Jean remporte un succès planétaire avec Kokoum et son héroïne, Almanda Siméon, l'arrière-grand-mère de l'auteur. Ce romancier prolifique a signé depuis plusieurs titres qui éclairent différents aspects de la vie des Autochtones au Québec et au Canada, notamment Tiohtià:ke en 2021 qui porte sur l'itinérance autochtone en ville et Qimmiq en 2023 qui relate le massacre des chiens nordiques au Nunavik. Entre autres distinctions, Michel Jean a été élevé au rang de compagnon de l'Ordre des arts et des lettres du Québec en 2022 et compagnon de l'Ordre de la Pléiade en 2024. Il a fait son entrée dans les dictionnaires Le Robert édition 2025, en même temps que le terme décolonialisme. En plein cœur du tumulte de la ville, Catherine Égaud s'entretient ici avec un homme franc et calme, amoureux de la montagne et des forêts. Michel Jean, bonjour. Bonjour, quoi. Vous êtes né d'un père québécois, Michel Jean, et d'une mère Innu de Machtoyach. À l'époque, au début des années 60, en fait jusqu'en 85, les femmes autochtones qui épousaient un allochtone perdaient leur statut et devaient quitter la communauté, ce qui fait que vous naissez à Alma et vous grandissez à Alma. Dans un environnement qui est difficile, vous dites, ma mère se faisait traiter de sauvage. Ben oui. Comment est-ce que vous viviez ça étant enfant? Moi, j'en ai pas souffert enfant parce que je ne sais pas exactement pourquoi, mais je me suis senti plus proche encore du côté familial de ma mère, de mes tantes, de mes oncles, du côté maternel et de ma grand-mère maternelle, même si j'étais très près de ma grand-mère paternelle aussi. Et que même si ma grand-mère maternelle ne s'ouvrait pas beaucoup sur sa vie en territoire quand elle était jeune, pour moi, ça m'impressionnait. C'était quelque chose qui me fascinait. Je ressentais une espèce de fierté, j'étais fasciné par ça très jeune, donc je me suis beaucoup intéressé et attaché à ce côté-là de la famille depuis ma jeune enfance. Donc j'ai grandi avec toujours un sentiment de fierté d'appartenir à la nation Innu. Et par le territoire notamment. Je suis quelqu'un qui aime la forêt naturellement. Moi j'habite au pied d'une montagne et je préfère la montagne, la forêt à la mer, même si j'aime beaucoup la mer comme tout le monde. J'ai toujours été passionné par la faune, la nature, la botanique, toutes ces choses-là quand j'étais jeune. Et donc, l'image du territoire a toujours été imprégnée en moi à partir de ma plus tendre enfance. Je veux dire, quand j'étais jeune, on est déménagé à Sorel, puis on avait la forêt en arrière de chez nous. On prenait nos bicycles, nos vélos Mustang, là, puis on faisait du vélo de montagne avant le temps parce qu'il y avait des sentiers. On allait se promener avec les vélos qui avaient des gros pneus en forêt, dans les sentiers pendant toute la journée. J'adorais ça. Ensuite, vous décidez d'étudier l'histoire. Vous faites un bac et une maîtrise et vous devenez journaliste. Après, envoyé spécial, vous serez animateur de l'émission de consommation JE et journaliste à Radio-Canada, chef d'antenne à TVA. Vous êtes allé en Haïti, au Sri Lanka, en Irak, vous êtes allé aux quatre coins du monde pour couvrir les événements les plus dramatiques de l'humanité. Ouais. Néanmoins, vous avez dit que c'était le 11 septembre qui vous avait le plus meurtri. C'était la proximité. Bon, c'est les États-Unis, c'est New York, c'est quand même loin du Québec, mais c'est sur le même continent, c'était quelque chose de monstrueux. Et ce qui m'a vraiment le plus frappé,
dans tout ça, c'est vraiment quand je suis allé sur les lieux. Alors moi, j'étais le premier journaliste à avoir accès avec sa caméra au site de Ground Zero, comme on l'appelait à l'époque. Et quand je suis arrivé devant, c'est comme si mes yeux, mon cerveau n'arrivaient pas à comprendre ce que je voyais. J'avais pas de code. Là, je voyais quelque chose que je n'arrivais pas à interpréter. C'était comme une immense pile, il appelait ça de pile d'ailleurs, immense, fumant, en sachant qu'il y avait des gens en dessous qui étaient morts. J'ai couvert la guerre, j'ai vu des gens, tu sais, au Sri Lanka, j'ai vu des dizaines et dizaines de personnes en Haïti, morts dans les inondations. Toutes sortes de scènes terribles qui m'ont toujours frappé. Mais le 11 septembre, ça avait quelque chose d'inhumain encore davantage. L'horreur, la guerre, c'est quelque chose qu'on comprend, qu'on désapprouve et qu'on réprouve. Mais les attentats du 11 septembre, pour moi, c'était comme quelque chose que j'avais jamais imaginé ou vu. Et ça m'a vraiment frappé à ce moment-là. Ouais. Votre carrière de journalisme, c'est comme ça que vous avez commencé votre carrière d'écrivain. Vous êtes maintenant, Michel Jean, l'auteur le plus lu au Québec. Alors vous êtes passé de un journaliste qui écrit à l'auteur le plus lu. Vous avez 12 livres à votre actif, 475 000 exemplaires vendus au Québec. C'est considérable. Vraiment, ouais. Mais vous savez, j'ai jamais écrit pour être populaire. Pas parce que je méprise ça, bien au contraire. Je trouve qu'une littérature qui trouve un public, c'est une littérature qui est merveilleuse. Mais j'ai jamais pensé que mes livres seraient populaires. J'ai jamais écrit sur un sujet en me disant ça va marcher quand même. J'écris des livres qui sont toujours très différents les uns des autres, puis qui sont souvent très personnels. Je veux dire, mon premier roman, Un monde mort comme la lune, c'est un suspense un peu. Ça se passe en Haïti, avec Jean-Bertrand Aristide. On est en 2004. C'est un livre, en fait, sur le désir de vengeance. Donc, c'est pas un roman, dans le fond, dont le chat est si vendeur que ça, la vengeance, tout ça. Mon roman suivant, Une vie à aimer, c'est un regard masculin sur l'amour. Tu sais, c'est quelqu'un qui est paralysé. On appelle ça le locked-in syndrome. C'est-à-dire que son cerveau fonctionne, mais communique pas avec son corps. Donc, pour passer le temps, il revit sa vie. Les beaux moments de sa vie, donc les femmes qu'il a aimées. C'est une manière de parler de l'amour de jeunesse, l'amour avec la femme de sa vie, l'amour avec une femme plus jeune, l'amour qui, parfois, peut vous sauver. C'est un roman intimiste. On n'en a pas vendu beaucoup. Même Atuk Elinou, quand il est paru, tu sais, en 2012, un roman sur les Autochtones. Ça n'intéressait personne. J'ai même pas donné de titre en langue autochtone parce que je savais que les gens prendraient pas le livre dans leurs mains s'il y avait un titre. Il s'appelait au début juste Elinou. Ben oui, ça va intéresser personne. C'est ce qu'on vous disait dans les salles de rédaction. C'est ce qu'on m'a tout le temps dit, Michel, l'histoire d'Indien, ça intéresse personne. Je veux dire, j'ai entendu ça dans toutes les salles de rédaction. J'ai travaillé. Un roman sur les pensionnats autochtones, ça commençait à être dans l'actualité, mais encore une fois, je pensais pas que ça marchait, puis ça, on n'en a pas vendu beaucoup non plus. La belle mélancolie, mon roman suivant, se passe dans le Grand Nord. C'est un roman, en fait, sur les choix qu'on fait dans la vie. Si jamais je vous offre la possibilité de revenir au début de votre vie, puis de recommencer, est-ce que vous ferez le même chemin? Quand Cocum est sorti, personne n'en a parlé. Non. Un roman intimiste sur la sédentarisation forcée des Autochtones. C'est un roman qui a été ignoré au Québec. J'ai une amie qui écrit dans le Journal de Montréal qui a fait un article par pitié, je pense. Puis il a été retenu pour aucun prix littéraire au Québec. Il n'a même pas été retenu au prix du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le premier critère pour être considéré, c'est être un auteur de la région. Je pense qu'il y avait 4 livres. Cette année-là, en liste des auteurs de la région, il y avait 3 finalistes, je pense, puis j'ai pas été finaliste. Donc, j'écrivais pas pour ça. Quand le succès de Cocum est arrivé, ça a changé la vision que les choses. Les gens avaient évolué. Là, les gens ont redécouvert Elinou, ont redécouvert Le vent en parle encore, puis là, on commençait à lire mes livres. Je pense que ce qui est arrivé vraiment, c'est que le monde a changé. Et moi, je n'avais pas changé. Puis vous avez eu le prix France-Québec aussi. C'est là que les ventes ont explosé Mais quand même. un mois avant que je gagne le prix France-Québec, il y avait eu la mort de Joyce Echaquan. Oui. Et je pense que la mort de Joyce Echaquan a ouvert les yeux à beaucoup de Québécois. Si Joyce n'avait pas filmé les événements, personne n'aurait cru ce qui s'est arrivé. Ce serait passé inaperçu comme beaucoup d'histoires comme celle-là. À partir de Joyce, les choses ont commencé à changer. Les gens se posaient des questions, puis Cocum répondait en partie à ça. Et là, les gens avaient évolué. Là, les gens étaient disposés à lire des livres que j'avais écrits, qui sont les mêmes livres qu'avant. Je veux dire, à Atuk Elinou, on en avait vendu 1200. Puis là, on est rendu à 50 000, 60 000. C'est le même livre. Mais le lectorat n'est pas le même. Le lectorat a évolué, je pense, ou a changé. Il ne voit plus les choses de la même manière.
Puis vos livres sont traduits dans beaucoup de langues, en anglais évidemment, en espagnol, en allemand, en ukrainien. Ils ont beaucoup de succès partout. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que c'est un effet d'exotisme? Parce que ce qui se passe dans les communautés n'est pas connu, finalement, à l'extérieur du Québec, déjà pas au Québec. Souvent, les gens me disent ça. Ou est-ce que c'est l'universalisme? C'est beaucoup plus la deuxième option. Les gens me disent souvent ça. On sait bien, Michel, les Autochtones, les Français, par exemple, tout ce qui a des plumes, mais non, parce que quand je vais là-bas, c'est pas de folklore dont on me parle. D'abord, il faut que les gens comprennent que la question du droit des premiers peuples dans le monde actuellement intéresse les gens un peu partout sur la planète. Pas juste chez nous, mais également ce qui se passe en Australie, en Nouvelle-Zélande, les Sam, qui sont dans le nord de l'Europe, les Autochtones dans l'Amérique centrale et le Mexique et l'Amérique du Sud, et surtout la jeune génération. Je vois à l'étranger, les gens commencent à juger le Canada et le Québec. Un, c'est ça. Deux, dans mes romans, ce que j'aborde, c'est des questions qui sont universelles. L'identité. J'étais au Liban, il y a 2 ans, dans un lycée français. La directrice a dit, vous savez, Monsieur Jean, moi, l'histoire d'une femme qui, quand arrive l'envahisseur, sort sur le pas de sa maison et dit, vous ne toucherez pas à ma maison, ça me parle beaucoup comme femme libanaise. Ben, Liban, Nita Sinan, même combat d'une certaine manière. C'est arrivé chez nous aussi. Pas dans le même contexte, pas dans le même... Mais c'est arrivé aussi. Où on dit, bon, on va détruire ta maison. Et donc, je pense qu'en réalité, ce que ça montre, c'est que les questions qui sont abordées dans mes romans, mais aussi dans les romans des autres auteurs autochtones, sont beaucoup plus universelles qu'on l'imagine. Et au Québec, on a souvent pensé que, bon, tu sais, c'est des histoires d'Indiens. Ben, j'ai des nouvelles pour vous, c'est pas juste ça. Et la raison pour laquelle les Québécois le lisent autant, parce qu'après avoir lu mes livres, ils ont lu d'autres livres d'auteurs autochtones, ben, les gens réalisaient que c'était leur histoire. Notre histoire, c'est pas juste celle qu'on nous a appris, où le Québec est pris dans ce combat nationaliste entre le français, les Anglais, cette bataille qui dure depuis les plaines d'Abraham et même avant. La question des pensionnats n'est pas enseignée à l'école. Le massacre des chiens nordiques est le sujet de mon dernier roman, là. J'étais aujourd'hui dans une rencontre avec des employés d'une entreprise, je leur parlais. Tu sais, on parle de gens qui ont tous des diplômes universitaires. Ils étaient 60. Il y en avait 2 qui connaissaient le massacre des chiens nordiques, qui servaient dans les années 60 au Québec, où on a abattu 20 000 chiens nordiques pour forcer les Inuits à rester dans les villages où on voulait les confiner. Pour les sédentariser, parce que c'était un moyen de transport. Voilà. Donc, je pense que les Québécois réalisent aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas, puis ça les intéresse. C'est leur histoire aussi. C'est leur histoire aussi, oui. Ben oui. C'est l'histoire du territoire qu'on partage maintenant. Chaque fois que j'écris un livre, c'est qu'il y a quelque chose que je veux. Il y a un déclencheur, il y a quelque chose qui vous agace dans l'opinion publique ou? Qui est digne d'intérêt. Cocoum, j'entendais toujours les gens dire, ah, mais, tu sais, les Autochtones, ils vivent sur des réserves parce que ça fait longtemps, là, tu sais, la guerre, le français, la Nouvelle-France. Ben non, moi, ma grand-mère est née dans le territoire. Et moi, je suis né à l'hôpital d'Alma, donc je comprends que j'ai pas 25 ans, mais ça remonte pas à François Ier. Puis c'est quelque part entre ma grand-mère et moi. C'est dans le passé récent. Les Inuits, c'est en 1960. Ça fait pas longtemps. Ouais. Ou encore, les gens disaient, ouais, mais tu sais, les Autochtones, ils vivent des réserves parce que, tu sais, ils ont perdu la guerre. On n'a pas été en guerre. C'est l'ignorance qui m'énervait. Et là, je me rendais compte que les gens ignoraient. Mais par contre, ils jugeaient, puis je les blâme pas. Tu sais, quand on voit des taux de suicide, de violence, d'agression sexuelle, tu sais, de dépendance de toutes sortes, plus élevés dans les communautés autochtones, et ça, c'est vrai, les chiffres le prouvent. C'est facile d'essentialiser. Ben, on comprend pas que, par exemple, les pensionnats ont généré ça. Quand pendant des générations, on prend des enfants de l'âge de 5 ans à 15 ans, qu'on les enlève à leur famille, qu'on les acculture en leur disant que leur culture est arriérée, que leurs parents sont arriérés. Que leur langue va Leur langue, on leur interdit de parler leur langue. Ben, quand ils retournent chez eux, ils regardent leurs parents, puis les parents, ils se sentent mal. Mettez ça sur 2 ou 3 générations. On se retrouve avec les chiffres qu'on voit et les réalités qu'on voit. Mais c'est comme si je vous donne un coup de bâton de baseball sur le genou, et le lendemain, je vous dis, ben voyons, pourquoi tu marches croche? Marche droit. Ouais, mais tu me fais... Non, mais marche, c'est quoi ton problème? Marche comme du monde. Mais c'est ça, on regarde pas le passé. Et moi, dans ce sens-là, je juge pas les gens. Je constate au contraire que les gens, dans le fond, c'est simplement qu'ils savent pas. Mais même chez les Autochtones, vous parlez d'une jeune fille de Ouachat qui dit avant, je trouvais que les autres Autochtones parlaient trop des pensionnats, ou en tout cas, maintenant, j'ai compris. C'est ça, mais quand le vent parle encore, elle m'a écrit, elle m'a dit, Monsieur Jean, je vous remercie d'avoir écrit votre livre. Moi, j'ai jamais aimé les anciens pensionnaires. Mais je savais pas pourquoi ils étaient comme ça. Maintenant, je le sais, merci. C'était tabou à l'époque. Ceux qui étaient allés dans les pensionnats n'en parlaient pas. Puis on ne l'apprenait pas à l'école. Fait que même les jeunes ne comprenaient pas trop pourquoi c'était comme ça. Mais ils en subissaient les conséquences. Et voilà, exactement. Mais en 2012,
au moment où le livre est paru, il y a eu la Commission nationale, puis on a commencé à parler de ces questions-là. Et c'est à peu près à l'époque où ma famille m'en a parlé que ailleurs, les gens ont commencé à parler de ces questions-là. Mais moi, quand j'ai commencé à écrire le livre, j'apprenais qu'il y avait eu des pensionnats au Québec. Et qu'il y a eu un pensionnat à Pointe-Bleue. Et que moi, je l'ignorais. Ma mère m'en avait jamais parlé. Personne ne m'en avait parlé. À l'école, on n'en parlait pas. Mes amis m'en ont jamais parlé. J'en entendais jamais parler à la télévision ou dans les journaux. Donc, je l'ignorais, comme tout le monde, même si je suis plus informé que la moyenne des ours à cause de mon travail. Donc, c'est ça, moi, qui m'intéressait. C'est vraiment de parler de ces sujets-là dans des romans. Mais là, quand je le fais dans un roman, je fais pas la morale aux gens. Il n'y a pas le méchant blanc, le bon indien. Je blâme pas les gens non plus. Même dans le pensionnat, dans mon roman, c'est pas tous les prêtres qui sont méchants. Il y en a, puis c'est vrai dans la réalité, qui étaient là pour toutes sortes de raisons, puis qui pensaient, on leur disait que c'est la bonne chose. Et puis il y avait des prédateurs qui se glissaient dans l'eau. Tu sais, je blâme pas les individus. J'explique ce qui s'est passé. Et je laisse les gens juger. Tu sais, je dis souvent aux gens, moi, je suis un peu comme la personne qui rentre chez vous, il fait sombre. Moi, je suis la personne qui ouvre la lumière. Alors, vous voyez chez vous, vous voyez que j'ouvre la lumière, il y a plein de coquerelles. Alors, il y a deux manières de se débarrasser des blattes. Soit vous les tuez, soit vous refermez la lumière. Dans les deux cas, vous les voyez plus. Moi, je vous dis pas comment vous débarrasser des blattes. Je vous dis simplement, regarde, il y a des blattes chez vous. Ça, c'est mon travail. Dans mes romans, c'est ça que je fais. Et comment vous faites vos recherches? Parce que, bon, Koukoum, c'était très proche de vous, c'est votre arrière-grand-mère. Mais Québec, c'est loin. Alors, c'est sûr que mon travail de journaliste, ça m'aide quand même. Parce que je suis capable de faire la recherche, je suis capable de fouiller tout ce que j'ai réussi à trouver comme film d'époque. Il y en a beaucoup qui ont été tournés dans le Grand Nord dans les années 30, 40. J'ai lu les livres que j'ai trouvés sur le sujet. Et puis ensuite, je regarde beaucoup d'images, de vidéos, j'en parle aux gens, j'essaie de voir, pour essayer de m'imprégner de ce qu'est le territoire. Je pourrais pas faire un cours à l'université sur le Nunavik, mais je suis capable d'en parler dans un livre. Puis étant autochtone, j'ai une sensibilité au territoire qui est peut-être pas exactement la même qu'un Inuk, mais j'ai une sensibilité au territoire, au respect du mode de vie qui est pas le même que celui des Inuits, mais qui est dans les deux cas basé sur le respect du territoire et des êtres qui vivent sur ce territoire-là, qui fait que quelque part on est cousins. Mais vous dites que les Inuits et les Premières Nations sont deux peuples différents. Est-ce que vous n'avez pas craint de vous faire accuser un petit peu d'appropriation? Avant de commencer à écrire le livre, j'en ai parlé à des Inuits. J'en ai parlé à Sheila Watt-Cloutier. Puis j'ai dit, j'aimerais ça écrire sur le massacre des chiens, puis tout ça. Puis elle me disait avant ça qu'un des problèmes qu'ils avaient, les Inuits, au Québec, c'est ils sont comme doublement marginalisés. Ils sont autochtones, puis en plus, ils sont anglophones. Fait que là, des autochtones anglophones, là, c'est comme deux prises contre toi. Puis en plus, l'autre problème qu'ils ont, c'est comme ils ont pas de statut autochtone en vertu de la loi, ils sont juste des gens qui ont des mauvaises conditions de vie. C'est ça. Ils ont même pas des traités ou des reconnaissances territoriales sur lesquelles s'appuyer, puis le Québec reconnaît rien de ça. Fait que donc, elle me racontait tout ça, puis moi, je disais, j'aimerais ça écrire sur ça, puis elle m'a encouragé à écrire sur le sujet. Quand j'ai fait le roman, j'en ai parlé à l'Institut Avatak, à Nicolas Pirtier-Duplessis, qui travaille là, puis j'ai expliqué mon projet, puis il était super content que j'écrive. Ils ont lu mon livre, ils m'ont fait des suggestions, puis ils étaient contents que j'en parle. Écoute, moi, j'écris les livres que je pense qui sont utiles, mais Rémec, je suis content de ce roman-là parce que ça a mis de la lumière sur un phénomène que les gens ignoraient au Québec. Et moi, c'est mon travail. Vous dites souvent ça, faire œuvre utile, hein? Ben oui. En écrivant, vous avez été fait compagnon de l'Ordre des Arts et des Lettres du Québec en 2022. Puis dans votre discours d'acceptation, vous disiez que écrire des histoires fictives, c'est un média fantastique, ça change le monde. Et vous avez dit, on peut changer le monde un livre à la fois, et en toute modestie, c'est ce que j'essaie de faire. Oui, faut que je sois patient, par contre. C'est ça, c'est long, mais je suis patient. Oui, c'est ça. Mais en fait, ce que j'essaie de faire dans mes romans, comme je dis, c'est choisir un sujet qui, pour moi, est important et d'en parler à travers un roman. J'aime le faire à travers la littérature parce que je trouve que c'est une manière plus efficace de parler aux gens. C'est plus efficace que le journalisme? Oui, parce que c'est plus immersif encore, je trouve. On s'abandonne encore davantage quand on est dans un roman que quand on est dans le journalisme, où là, on est sur les faits. Puis après ça, il y a un autre reportage qui s'en vient, puis il y a autre chose. Dans un roman, on est plongé dans le roman, puis on ressent. Tu sais, quand dans Koukoum, dans la première partie du roman, on découvre le mode de vie des Inuits avec Almanda.
en territoire. Quand ils viennent pour remonter la rivière Péribonka et que la rivière est utilisée pour la drave, ben leur colère, je suis pas obligé de l'expliquer comme je ferais dans un reportage. On la ressent parce qu'on est dans le canot avec eux autres. Puis on réagit émotivement. Et la littérature, je trouve, moi, que c'est sa grande force, c'est que ça permet de parler aux gens, pas seulement à leur esprit puis à leur logique, mais à ce qu'ils ressentent, à leur cœur, au corps même. Et c'est pour ça que je trouve que la littérature est un outil incroyablement efficace. Mais là, moi, quand je le fais dans mes romans, comme je dis, je fais pas la morale aux gens. On peut lire un de mes romans pour l'histoire, on peut lire un de mes romans pour ce dont ça parle en dessous. C'est ça, Vous êtes un conteur, au fond. Oui, je laisse le choix aux lectrices et aux lecteurs. Moi, j'essaie de raconter des choses qui, pour moi, ont de la valeur. Vous avez été chef d'antenne de TVA jusqu'à tout récemment. Là. Ouais. Vous venez vraiment juste de quitter vos fonctions en disant « je prends pas ma retraite ». Ce que je le disais par « je prends pas ma retraite », c'est que je vais continuer à faire du journalisme. Je fais des chroniques à la radio avec Émilie Perrault. Je fais des chroniques à l'émission « On va se le dire » à Radio-Canada, à la TV. Puis j'ai d'autres choses qui s'en viennent aussi que je vais faire. Je continue à faire du journalisme parce que je me vois comme un journaliste, mais pas quelque chose qui est aussi prenant que le TV à midi, qui est une émission incroyable que j'ai eu énormément de plaisir à animer avec des gens avec qui je m'entendais super bien. Je prends pas ma retraite, je fais autre chose. Et entre votre carrière de journaliste et votre carrière de romancier, les deux se sont bien sûr chevauchés pendant plusieurs années. Est-ce que dans le fond, c'est le même métier? Est-ce que vous racontez des choses pour faire changer le monde? On pourrait dire qu'à la base, c'est le même métier, mais interprété de façon différente. Dans les deux cas, on raconte une histoire, mais pour moi, la différence principale, c'est que l'émission que j'animais, par exemple, le TV à midi, il n'y a aucun des sujets traités dans les 2 heures d'émission qui est là parce que moi, j'aime ce sujet-là. Qu'est-ce qui comptait, c'était l'intérêt du public. Qu'est-ce que les gens doivent savoir? Qu'est-ce qu'il faut que les gens sachent? Qu'est-ce qui est utile que les gens sachent? Je traitais de sujets que je détestais souvent, qui m'ennuyaient, qui m'emmerdaient même. Mais c'est ça. Mais là aussi, vous tenez à ce que les gens sachent des choses dans vos Oui, mais là, romans. la différence, c'est que c'est moi qui choisis le sujet selon bien ce que sûr. moi j'aime ou qui a de l'importance pour moi. Ça devient plus personnel à ce moment-là. C'est sain que ce soit comme ça parce que le journalisme Bien sûr. impose une distance que moi je trouve importante et essentielle. La littérature, elle, te laisse le choix d'avoir une distance ou de pas en avoir. Tu peux écrire des romans qui sont très loin de toi, des romans qui sont près de toi, de l'autofiction. Il écrivait une palette de couleurs qu'il peut utiliser pour dessiner ce qu'il veut dessiner, mais moi, j'aime la liberté que ça me donne, la liberté de parler de choses qui, pour moi, ont de la valeur. Je suis une personne assez simple qui aime que les choses soient simples pour les gens. En journalisme, c'était une motivation. En littérature, c'est un peu ça aussi. Je vis peut-être dans le déni, mais avec la conviction qu'on est capable de parler à tout le monde en même temps. Et je refuse de me contenter de parler à un certain groupe de gens. Donc, ça veut dire que nécessairement, quand je traite quelque chose, j'essaie de le rendre accessible. Je me dis que les gens, ils méritent qu'on leur raconte ces choses-là. C'est parce que vous voulez changer le monde aussi. Un livre Il à faut la être fois. compris. Ben oui, voilà, mais vous êtes patient. Très. Vous disiez tout à l'heure qu'avec avec plusieurs événements, notamment la Commission vient, Joyce Echaquan, et vos livres aussi en font partie, les enjeux autochtones sont mieux connus. Il y a une plus grande amitié, on pourrait dire peut-être, entre les allochtones et les autochtones. Florent Volant disait un jour que Cashtin marchait très 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 bien au début de leur carrière et tout ça, puis il y a eu Oka. Puis d'un seul coup, on est passé de vedette à les maudits Indiens. Est-ce que vous trouvez qu'on en est encore là, que on aime les autochtones, on veut les connaître, ils exercent une certaine fascination dans une certaine mesure, tant qu'ils revendiquent pas? Il y a du vrai dans ça, dans le sens que il y a beaucoup de gens qui aiment un bon Indien quand il est tranquille puis il parle français. À Oka, le Québec, face aux Autochtones et aux Mohawks en particulier, je veux dire, le racisme qui était ambiant a quand même été révélé. Il suffit de voir le film d'Alanis au Bamsawin pour le voir. 400 ans de résistance. Ben oui, tu sais, on entend les gens puis tout ça, puis on voit ce qui se passe. On voit les gens qui sont sur le Pont-Mercier qui lancent des roches aux femmes puis aux enfants qui quittent Ganawagi. Je pense que les gens ont évolué. Ça, on le verrait plus, vous croyez? Je pense pas qu'on le verrait. Si on le faisait, il y aurait des gens qui iraient défendre les Autochtones au Québec aujourd'hui. Parce que les gens ont compris des choses maintenant. Grâce à Joyce Echaquan, notamment. Grâce à plein de choses, mais les gens sont plus évolués qu'on l'était en 1990. Le Québec a évolué, en tout cas, depuis 1990. Et je dois dire que si on faisait la même chose aux Autochtones aujourd'hui, ce serait gênant pour le Canada dans le monde. Je veux dire, ça ferait le tour du monde, puis les Québécois et les Canadiens seraient très surpris de voir à quel point la réaction internationale serait très forte
Mais moi, j'ai quand même confiance. La réconciliation, vous y croyez ou c'est un mot creux un petit peu pour J'y vous? crois, mais il faut d'abord qu'on s'entende sur la vérité. Sinon, il n'y a pas de réconciliation possible. On s'entend pas encore toujours sur la vérité. J'ai lu des chroniques encore dans un journal récemment où un chroniqueur disait que tant qu'on n'a pas sorti les corps, les tombes, est-ce que c'est vraiment aussi pire qu'on le dit? Mm-hmm. Nous, on le sait, on a tous des gens de nos familles qui ont disparu. J'en ai une personne, j'en parle dans Cocum. Juliane, la cousine de ma mère, tombée malade, supposément. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. On n'a pas vu de rapports médicaux. Ils l'ont envoyé à l'hôpital à Montréal. Wow, quand même, tu sais, je veux dire, à l'époque de la baie James, aller à Montréal. Puis ils ont dit, elle est morte, on n'a pas eu de rapports médicaux, on n'a rien eu. Pas de corps non plus. Pas de corps, rien. Puis après 30 ans, ils nous ont donné un document disant qu'elle était enterrée à Kahnawake au cimetière. Où, on ne le sait pas. On n'est pas capable de le trouver, le corps. Mais on sait qu'elle a disparu. Fait que, tu sais, tout ce débat-là existe encore. Tu peux pas t'entendre avant qu'on reconnaisse ça. Puis l'autre chose, il va falloir quelque part aussi que le Québec puis le Canada, sur la question de la reconnaissance territoriale, comprennent que les Autochtones ne sont pas des citoyens exactement comme les autres. C'est pas une minorité culturelle, les Autochtones. Et donc, on peut pas dire, tu sais, les Autochtones, oui, c'est beau, mais ils changent rien, on va faire un barrage. Mais les Autochtones, ils vont plus l'accepter, ça. Tu sais, Ghislain Picard l'a dit récemment. Il n'y aura pas de barrage encore au Québec sans que les Autochtones soient d'accord. C'est quand même normal, ils vivent là. C'est beau, les barrages hydroélectriques, c'est une grande fierté au Québec, mais ceux qui disent ça ne sont jamais vus qu'est-ce que ça donne après. Moi, je suis allé dans des barrages. Là. J'ai vu à la Romaine des montagnes dynamitées pour faire les pierres qui font le barrage. Des montagnes décapitées. Je veux dire, je dis pas qu'il faut pas les faire, là. Je dis qu'il faut arrêter de les faire sans que les gens qui vivent là soient comme s'il y avait personne. Leur avis. Ben oui. On revient un peu à la théorie de la terra nullius. Ben oui. Je connais une dame, Mme Cécile Bacon, c'est l'aînée à Pessamit. Elle parle juste Innu. Elle a 92 ans. Quand on a fait le barrage sur la rivière Bercimis, elle et sa famille vivaient dans le bois. Elle élevait leur famille en territoire. L'eau montait. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe là? Les policiers sont arrivés. Venez-vous-en, vous vous mettre à l'abri, il y a une inondation. On a des abris pour vous à Bétiamit. Ils l'ont emmenée à Bétiamit. Ils ne sont jamais retournés chez eux. Elle n'est jamais retournée chez elle. Le territoire a été inondé. C'est une mer intérieure maintenant. Cette femme-là, elle a 92 ans. Elle et sa famille n'ont jamais été indemnisées, eu des excuses, reconnaissance qu'elles ont souffert de quoi que ce soit. C'est une femme qui sourit toujours. Elle est extraordinaire. Mais elle est incapable de parler de ça. Ça gorge chez nous à chaque fois. Encore aujourd'hui. Fait que, tu sais, les barrages, je dis pas qu'il faut pas faire le barrage, juste que c'est pas aussi simple que on va faire un barrage. De toute façon, c'est loin. Il y a personne. Il y a des gens qui vivent là. Puis depuis des millénaires. J'y crois, moi, à la réconciliation. C'est un long sentier sur lequel on marche. Je suis de ceux qui sont optimistes par rapport à ça. Moi, j'y crois. Parce que les Québécois, c'est un peuple ouvert. Les Canadiens aussi, sur ces questions-là. Puis on va trouver des ententes. Je pense, en fait, les Québécois sont même plus loin là-dessus que leur gouvernement, très souvent. Mais ça aussi, il faut être patient. Un pas à la fois sur le sentier de la réconciliation. Un pas à la fois, mais quand on marche depuis longtemps, on est entraîné, on peut marcher encore plus longtemps. Merci, Michel Jean. Tjeneshkumitin. Tjeneshkumitin. Un immense merci à Michel Jean de cette rencontre foisonnante et sereine. L'émission Confluent est portée par l'Organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Pour en savoir plus, visitez notre site web www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.